D'abord, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée, mais je vais essayer de me faire entendre. Donc, je suis Pascal Couder, je vous présente Pascal Chapeau-Morelli. Nous sommes donc les auteurs de ce livre. Nous allons vous en parler un petit peu de comment en est venue l'idée, comment il a été écrit et surtout pourquoi. Nous attendons surtout des questions et la possibilité de pouvoir échanger avec vous. Oui, effectivement, lorsque nous avons rencontré des journalistes ces derniers jours ou dans les semaines qui ont passé, une question qui nous a été posée est pourquoi ce livre maintenant? Est-ce que l'on parle plus maintenant de cette pathologie qu'est la perversion narcissique ou, au sens large, de la violence psychologique ou de la manipulation que l'on peut exercer sur le conjoint? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que c'est la société qui se prête à l'émergence de ce type de nœud relationnel, si on peut dire? Et notre réponse était que, eh bien, les trois choses à la fois, c'est-à-dire que, d'une part, nous vivons dans une société narcissique, la société de l'individualisme, du moi, de la compétition aussi, et que forcément c'était un humus qui pouvait faciliter l'expression d'une pathologie lorsqu'il y en a une, à supposer qu'il y en ait une. Également, on en parle plus parce que la parole est libérée, parce que l'on s'intéresse à ces problématiques, et on s'y intéresse notamment grâce à la conceptualisation du harcèlement moral au sens large, puisqu'on a parlé ces dernières années de harcèlement moral sur les lieux de travail. Eh bien, ça a fait comprendre aux gens qu'effectivement, la violence psychologique existait. Et après, de là en découle la considération, la prise de considération de la sphère intime, puisque si la violence psychologique existe sur le lieu de travail, eh bien, c'est qu'elle existe aussi ailleurs, dans d'autres lieux, dans d'autres interactions humaines. Et il est normal qu'on se penche sur la question parce qu'il y a beaucoup de souffrance toujours derrière tout cela. Donc en parler, c'était une évidence. Oui. Non, je vais continuer la présentation. Pascal Chapeau-Morelli est présidente de l'association d'aide aux victimes de violences psychologiques et moi je suis psychanalyste et psychologue clinicien. Alors, nous avons conçu ce livre en deux parties. La première traite des petites manipulations ordinaires qui ne sont pas du tout dans la pathologie et que tout le monde connaît, où l'expérience récente nous montre que les différents lecteurs s'y reconnaissent toujours un petit peu. C'est normal, c'est même pas grave du tout. Et la deuxième partie traite d'un versant beaucoup plus pathologique, de ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle maintenant le pervers narcissique, c'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, d'une nouvelle pathologie. Alors, la première partie, dans la première partie, nous avons pensé qu'il était nécessaire de planter un petit peu le décor, c'est-à-dire l'évolution du couple au fil des 50 dernières années. Alors, je pense que nous sommes de culture française. Je pense que c'est un peu la même chose en Belgique. Nous avions, il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire dans les années 50-60 en France, les couples étaient de type patriarcal, c'est-à-dire dirigés par ce qui s'appelait un chef de famille qui prenait seul les décisions au sein du couple. À savoir qu'une femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari, une femme ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire sans l'autorisation de son mari, sa correspondance était lue. Et de cette situation est né le mouvement de libération des femmes, auquel beaucoup d'entre vous doivent leur qualité de vie aujourd'hui, même si je pense que les choses ne sont toujours pas terminées de ce côté-là. Oui, il y a eu des jalons, évidemment, dans l'histoire de l'évolution des mœurs et la place de la femme dans la société. Par exemple, en Belgique, si je ne m'abuse,
vous avez eu en 1967 une loi qui établissait que le patrimoine pouvait être exploité de façon égale par l'homme et la femme au sein du couple, enfin des couples mariés, chose qui n'advenait pas auparavant. Voilà, il y a eu des jalons comme ça dans l'histoire des relations internes au couple et qui ont marqué évidemment les relations humaines au sens large du terme. Oui, alors si nous avons voulu planter ce décor-là, c'est parce que ça nous paraissait important de souligner que le pouvoir au sein du couple était distribué de façon institutionnelle auparavant. L'évolution du couple, on ne parle plus aujourd'hui du couple, mais des couples, c'est-à-dire qu'ils sont multiformes, mariés, pas mariés, la famille peut être monoparentale, les couples peuvent être homosexuels. Il y a une multitude de références maintenant et de modèles de couple. Si bien que le pouvoir au sein du couple, parce qu'il y a toujours des enjeux de pouvoir, n'est plus défini de façon culturelle. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'on verra que l'objet de la manipulation est, en fin de compte, assez simple. C'est de prendre le pouvoir ou de prendre du pouvoir. Oui, et tout est là, effectivement. Il est vrai qu'il faut reconnaître que justement cette évolution du couple en général, des relations humaines, a énormément influé sur le fait que cette pathologie émerge. Les psys disent que les pathologies d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes qu'autrefois. Pourquoi? Eh bien, évidemment, c'est certainement en grande partie dû à cela. Donc, il a fallu prendre en considération cet aspect pour raisonner dessus et à partir de là, si je puis dire, parce que c'était la base essentielle en fait de notre raisonnement, c'est-à-dire le constat que le couple a changé. Alors, on va vous parler un petit peu, mais ça peut-être plus, Pascal, des petites manipulations ordinaires qui jalonnent le quotidien. On parle du couple, mais qui jalonnent le quotidien de toutes les relations humaines. Que ce soit effectivement dans le huis clos du couple ou dans les relations sociales. Mais nous attacherons plutôt au huis clos du couple. Oui, il faut se rendre à l'évidence qu'à partir du moment où il y a une relation humaine, il y a forcément des rapports de force. Et qui dit rapport de force dit émergence ou domination, entre guillemets, de l'un ou de l'autre, de façon plus ou moins consciente, plus ou moins voulue. Et évidemment, de là se mettent en place des mécanismes plus ou moins voulus eux aussi, mais qui sont à l'évidence omniprésents dans les relations de couple. Alors, ce sont des petites ou grandes manipulations, tout dépend de la souffrance qui en découle en fait. En fin de compte, nous les qualifions d'importantes lorsqu'elles procurent des souffrances importantes éventuellement, ou lorsque la domination est plus totale et universelle, concernant donc tous les domaines qui peuvent intéresser le couple. Par exemple, le fait de dénigrer un petit peu le conjoint. C'est un travers que l'on retrouve dans pas mal de couples, surtout ceux qui voyagent au long cours avec une petite usure relationnelle. Il y a souvent ce travers de critiquer l'autre à tout va, et puis ça s'installe et ça devient vraiment un problème après à l'intérieur de la relation. Là où il faut faire attention en fait, c'est lorsque ça va vers le versant pathologique, c'est-à-dire lorsque ce sont des actions réitérées, permanente et très intense. Le pathologique dépend de l'intensité et de la durée et de la répétition de ces actions. Il est bien évident que lorsque l'on a du dénigrement, du chantage, de la dévalorisation, de la mise en culpabilité, c'est-à-dire ce qu'on fait n'est jamais bien, si on fait ci c'est pas bien, on fait ça c'est pas bien non plus. Lorsque tout ce faisceau d'indices est réuni, alors là ça devient très intense et on va vers un versant pathologique qui atteint son point culminant lorsque il y a une destruction du côté, disons, le plus faible évidemment. Et les enfants,
les enfants dans tout ça, parce que beaucoup de gens nous posent la question. Eh bien, les enfants, lorsqu'il y a un conjoint qui manipule, que ce soit l'homme ou la femme, sont souvent aussi un objet de manipulation, c'est-à-dire par effet transitif. La manipulation advient aussi de cette façon-là. Ils sont aussi manipulés, surtout lorsqu'il s'agit vraiment d'une manipulation forte, intense, d'une emprise très très forte. L'enfant n'est pas épargné. En général, il se place plutôt du côté de la victime. Il le sent, du côté de celui qui est le plus malheureux. Voilà. L'enfant a tendance à avoir une empathie particulière pour celui qui souffre, et il le sent instinctivement. Pourtant, les grands manipulateurs savent tellement bien manipuler les enfants que malheureusement, il y a de nombreux témoignages. À l'association, nous recevons de nombreux témoignages de personnes qui disent: les enfants se sont retournés contre moi et je n'arrive pas à avoir une bonne relation avec eux, je n'arrive pas à leur faire comprendre. Donc cette prise de conscience peut advenir peut-être à l'adolescence, au moment d'une rébellion, et on commence à vraiment bien raisonner avec sa propre tête, et puis à vouloir, et surtout à sentir le sentiment d'injustice, parce que les adolescents sentent énormément le sentiment d'injustice lorsqu'il y a lieu de le sentir. Ou plus grand, mais ça peut être difficile. Donc les enfants, c'est souvent un problème. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui. Moi, je reviens un petit peu en arrière pour dire que ces petites manipulations quotidiennes sont aussi issues de l'histoire du couple. C'est-à-dire que lorsque je vous parlais tout à l'heure de la notion de chef de famille qui prenait toutes les décisions au sein du couple, la femme était obligée pour se créer un espace de liberté au sein du couple, de manipuler un petit peu. Et on le voit encore aujourd'hui dans certaines cultures où la femme est opprimée, évidemment qu'elle est obligée, pour sa survie psychique, de manipuler un petit peu l'autre. Donc il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de la survie, de la préservation, de la création d'un espace de liberté dans un couple où il n'y en a pas ou pas assez, de ce dont on parlera tout à l'heure, de personnalité pathologique. Oui, par exemple, moi je passe mon temps, une partie de mon temps en Italie, donc dans un pays méditerranéen, où les femmes ont quand même pas mal de pouvoir, mais une forme de pouvoir, parce que c'est le pays des machos, c'est ce que l'on dit en tout cas, c'est un petit peu vrai, et pourtant c'est un pays où l'on considère qu'il y a une sorte de matriarcat, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la famille, dès que on est entre les quatre murs, la femme décide quand même pas mal. Et l'homme suit en général assez bien, parce que les Italiens sont plutôt de bons pères, plutôt de bons maris. Mais vous voyez, il y a cette osmose qui se crée de pouvoir, de part et d'autre. Et en fin de compte, dans certains pays méditerranéens, la femme a mis en place de façon instinctive, c'est vrai, cette capacité de manipulation, mais qui lui sert à écarter un petit peu les bords trop étroits de sa cage réelle ou émotionnelle, et pouvoir respirer de façon plus ample. Oui, donc il faut bien distinguer cela qui est de l'ordre de l'équilibre entre les deux au sein du couple, où personne n'est vraiment blessé, de la pathologie dont nous allons peut-être parler maintenant. Oui, on peut être blessé, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas une destruction, parce qu'on est toujours blessé. Et puis rien n'est jamais parfait. Bien sûr que l'autre n'est pas parfait, et nous ne le sommes pas non plus, et il y a des malentendus, mais s'il y a un dialogue et des réajustements, c'est autre chose. Le problème, c'est quand il y a une destruction. Ça, c'est grave. Oui, ce que Pascal appelle destruction, c'est la perte de l'estime de soi, voilà, totale. Et du libre arbitre. Oui, bien sûr. Parce que ce qui advient lorsque la manipulation est vraiment très très profonde, et qu'elle est perverse également, c'est-à-dire où l'autre est totalement nié, c'est un objet, tout simplement. Ses besoins, ses nécessités ne sont pas prises en ligne de compte. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il y a une
perte vraiment intégrale de l'estime de soi. Et donc, table rase est faite à l'apparence, parce que ça ne disparaît pas, mais table rase est faite de tout ce qui faisait la richesse préalable de cette personne qui disent, d'ailleurs les victimes disent toujours, tous et toutes, avant je faisais ci, avant je faisais ça, j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'étais brillant, j'étais brillante, j'avais des amis, j'avais des activités, j'étais gaie, je n'étais pas dépressif, ni rien. Et puis après, il y a le pendant qui est une toute autre musique. Alors, je vais vous faire une petite mise en garde, c'est que on va le diaboliser un petit peu le personnage. Il va être dessiné à gros traits parce qu'il est comme ça dans le livre. Tout ça est à nuancer un petit peu dans la réalité de l'individualité de chacun. Donc, nous avons réfléchi à la question de la façon suivante. On s'est demandé qu'est-ce que c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelait un pervers narcissique. C'est un concept qui est apparu très tardivement chez les psychanalystes en 1994, chez un psychanalyste qui s'appelle Racamier. Et qui a été assez peu travaillé. On en parle de plus en plus aujourd'hui pour des raisons qu'on a citées tout à l'heure, à savoir que la parole se libère, et ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'auparavant. Simplement, on met des mots sur des situations qu'on avait beaucoup de mal à qualifier auparavant. Alors nous pensons que ce qu'on appelle un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui associe deux pathologies différentes. La première, c'est la perversion. Là aussi, une petite précision pour les, j'allais dire, pour les néophytes. La perversion du temps de Freud, il s'agissait de perversion sexuelle. Le concept a beaucoup évolué et on parle aujourd'hui de perversion relationnelle. Et c'est-à-dire qu'un pervers aujourd'hui n'est pas nécessairement un sadomasochiste, un exhibitionniste. En tout cas, ils ne sont pas tous cela. C'est-à-dire, on distingue aujourd'hui les perversions sexuelles des perversions relationnelles. Nous, on parle plutôt d'une perversion relationnelle. C'est-à-dire que dans le cadre de ce qu'on décrit, il n'y a pas réellement de perversion sexuelle, mais on y reviendra à la sexualité du pervers narcissique. Donc ça se conjugue avec une autre difficulté majeure, qui est une difficulté narcissique qu'on repère malheureusement aujourd'hui de plus en plus, c'est-à-dire que moi, de ma position de thérapeute, je repère un peu les mots de la société, je vois qui je reçois et ce qui se dit, les choses évoluent, et aujourd'hui on souffre beaucoup plus de son identité pas complète, pas conforme, pas adaptée au monde dans lequel on vit. Donc, chez le pervers narcissique, on repère ces deux difficultés majeures qui se conjuguent. Alors, il faut savoir que dans la perversion, on dit qu'il n'y a pas de réelle souffrance. En tout cas, les affects sont un peu gelés. Et surtout, ce qui caractérise le plus la perversion, c'est la négation de... Je vais être un tout petit peu technique. Au moment du complexe d'Oedipe, le petit garçon repère la différence anatomique des sexes en voyant la petite fille. On a tous eu des explorations anatomiques de l'autre sexe dans la petite enfance, comme tout le monde. Simplement, à ce moment-là, soit il accepte qu'il y a une partie de l'humanité qui est manquante, pense-t-il, donc ça l'amène à avoir peur de perdre ce qu'il a. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il dénie, il dit non, ça n'existe pas. De toute façon, si elle n'en a pas, c'est que ça va pousser ou c'est que je le vois pas. Donc il y a un déni de la différence. Et ça, on peut l'étendre un petit peu, c'est-à-dire que c'est un déni de l'altérité. L'autre n'est pas différent, donc en tant qu'autre différent, il n'existe pas. Et ça, c'est très important pour la suite de ce qu'on va dire au niveau de la relation à l'autre, puisqu'il y a un déni de la différence, donc un déni de l'autre. Il y a un manque d'altérité.